Et du coup, pourquoi c'est si atrocement facile de faire défiler des vidéos courtes sur un écran pendant 2 heures sans même s'en rendre compte, et pourtant psychologiquement épuisant de juste lasser ses chaussures pour aller courir 10 petites minutes? Bah ça, c'est vraiment le grand paradoxe moderne. L'instinct premier face à ce genre de situation, c'est souvent de blâmer un manque de volonté ou un déficit de discipline, tu vois. On se dit juste qu'on est paresseux. Ouais, on culpabilise à fond. Exactement. Mais la vérité, elle réside absolument pas dans la morale ou dans la force de caractère. La vraie réponse, elle se trouve dans les rouages très intimes de notre biologie et surtout dans la psychologie du désir. Et en fait, c'est la suite logique de notre exploration. On a vu dans la partie précédente qu'il était indispensable de rendre une action évidente, de la sortir de l'ombre pour la mettre au centre de son environnement. C'est ça. Mais une fois qu'un comportement est parfaitement visible, là, juste sous nos yeux, qu'est-ce qui fait que l'impulsion de passer à l'action va réellement s'enclencher? Bah oui, comment on crée cette étincelle? Et c'est là qu'on plonge dans le vif du sujet de notre analyse d'aujourd'hui. C'est la mécanique de l'attractivité. Ce fameux magnétisme invisible qui nous pousse à agir. Et pour comprendre ce magnétisme, il faut d'abord regarder comment notre environnement actuel a carrément piraté notre système nerveux. En fait, on vit dans un monde qui offre des versions complètement exagérées de la réalité. C'est ce que la biologie appelle des stimuli supranormaux. Ah ouais, les stimuli supranormaux. Il y a cette histoire fascinante dans les sources pour illustrer ça. Celle du scientifique néerlandais Nico Tinbergen. Il a même eu un prix Nobel pour ses recherches sur l'instinct animal, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'il a fait avec ces fameux goélands, au juste? Eh ben, il étudiait les goélands argentés et surtout le comportement des petits poussins. Dès leur naissance, ces petits ont un instinct de survie hyper basique. En gros, ils tapotent avec leur bec une petite tache rouge qui est située sur le bec de leur mère. D'accord, juste une tache rouge. Voilà. Et ce tapotement, c'est le signal qui demande à la mère de régurgiter la nourriture. C'est un mécanisme binaire, c'est ancré dans leur ADN. Et Tinbergen, en bon scientifique, il a voulu tester les limites de ce code génétique. Il a essayé de les tromper, j'imagine? Exactement. Il a commencé par présenter aux poussins un simple faux bec, en carton, juste avec une tache rouge peinte dessus. Et les poussins ont réagi pareil? Parfaitement pareil. Ils ont tapoté le carton. L'instinct, il fait pas la différence entre la vraie mère et le bout de carton, tant que le déclencheur visuel est là. Mais Tinbergens s'est pas arrêté là. Il a fabriqué une version complètement artificielle et hyper exagérée. Genre un truc qui ressemble plus du tout à un oiseau? Grave. Un bâton avec 3 énormes taches rouges. Un objet totalement abstrait. Et c'est là que la biologie déraille complètement. C'est-à-dire? Bah, face à ce bâton rouge vif, les poussins sont entrés dans une frénésie absolue. Ils tapotaient frénétiquement ce morceau de bois en ignorant totalement leur vraie mère qui était juste à côté d'eux. C'est fou! Ils étaient biologiquement programmés pour réagir à la couleur rouge, donc une version plus grosse, plus contrastée, ça déclenchait une réaction neurologique totalement démesurée. C'est ça, la définition même du stimulus supranormal. Un signal artificiel qui provoque une réponse beaucoup plus forte que le signal naturel pour lequel on a évolué, en fait. Exactement. Et quand on y pense, le parallèle avec nous les humains, il est glaçant. On se croit super sophistiqué, mais on réagit exactement comme ces poussins face à des taches rouges exagérées. Ah bah, l'industrie agroalimentaire, c'est l'exemple parfait. Leurs ingénieurs passent leur temps à chercher ce qu'ils appellent le point d'extase. C'est cette combinaison ultra artificielle et hyper millimétrée de sel, de sucre et de gras. Ouais, ou même les réseaux sociaux avec les algorithmes. Les likes, les notifications rouges. C'est marrant que ce soit rouge d'ailleurs. Ce sont juste des versions surdimensionnées de nos besoins ancestraux, genre l'alimentation calorique ou la reconnaissance sociale. Et le mécanisme chimique derrière cette frénésie, c'est passionnant à décortiquer. Et il faut dissiper un mythe majeur au passage, parce que pendant très longtemps, la culture populaire a véhiculé l'idée que la dopamine, c'était l'hormone du plaisir. Ouais, on entend toujours ça. Genre, on sécrète de la dopamine quand on mange un gâteau au chocolat. Voilà, ou quand on gagne au casino. Mais c'est une erreur fondamentale. La dopamine, c'est pas du tout la molécule de la récompense accomplie, c'est avant tout la molécule de l'anticipation. L'anticipation. Donc c'est le désir qui précède l'action, pas la satisfaction qui arrive après. C'est ça. Pour le prouver, des neuroscientifiques ont mené une expérience assez radicale sur des rats dans les années 50. Ils ont implanté des électrodes pour bloquer chimiquement la libération de dopamine dans le cerveau de ces rats. Et il s'est passé quoi? Une léthargie totale. Les rats ont littéralement perdu toute envie d'exister. Ils mangeaient plus, ils se reproduisaient plus, ils bougeaient plus. Ils se laissaient même mourir de soif alors qu'il y avait une équelle d'eau juste sous leur nez. Waouh! Juste en coupant la dopamine. Ouais, sans dopamine, l'action s'arrête net.
Mais le truc crucial, et c'est là que ça vient dingue, c'est que si les chercheurs déposaient un morceau de sucre directement sur la langue de ces rats complètement apathiques, les capteurs cérébraux montraient qu'ils ressentaient toujours du plaisir. Sérieux, hein? Ouais, ils aimaient le goût, c'était bon pour eux. Ils n'avaient juste plus aucune motivation de faire l'effort d'aller le chercher. C'est une nuance vertigineuse, ça. En gros, on peut aimer quelque chose sans pour autant avoir l'énergie de le vouloir. Absolument. Et à l'inverse, on peut vouloir désespérément quelque chose sans même l'apprécier une fois qu'on l'a obtenu. C'est exactement ce qu'on observe chez un joueur compulsif devant une machine à sous. Ah oui, l'addiction au jeu. Si on observe ces scanners cérébraux, on s'aperçoit que le pic massif de dopamine y se produit au moment précis où les rouleaux de la machine tournent. Ah, pendant l'attente? Voilà, l'explosion chimique a lieu pendant l'attente. Si le joueur gagne, la dopamine redescend. C'est vraiment la promesse de la récompense, le frisson de l'incertitude qui le pousse à insérer la pièce suivante. Ça me fait penser à une analogie très humaine pour séparer cette notion de vouloir et d'apprécier. Prenons l'attente du matin de Noël quand on est gamin. Ah oui, c'est le meilleur exemple. Le mois de décembre tout entier, c'est une immense montée de dopamine. L'écriture de la lettre, le calendrier de l'Avent, t'imagines les jouets. Tu vois les paquets sous le sapin le 24 au soir. Cette anticipation, elle procure une excitation neurologique colossale. C'est clair. Et souvent, une fois le papier déchiré le lendemain matin, l'enfant joue 5 minutes avec le jouet et il passe à autre chose. L'expérience physique de posséder l'objet est bien inférieure à l'attente de l'obtenir. C'est la même chose pour la préparation d'un grand voyage, tu sais. Ouais, carrément. Sélectionner les hôtels sur Internet, imaginer les ruelles de Tokyo ou les plages de Bali. L'excitation, elle culmine des semaines avant de poser le pied dans l'avion. L'anticipation, c'est le véritable carburant. Donc, sachant que notre cerveau est fondamentalement câblé pour réagir à cette anticipation, la stratégie, c'est pas d'essayer de lutter contre cette nature par la seule force mentale, j'imagine. Non, ça marcherait pas. Il s'agit plutôt d'utiliser cette architecture neurologique à notre avantage. Surtout quand il faut accomplir des tâches fastidieuses, genre faire sa paperasse ou faire du sport. Des trucs qui génèrent naturellement aucun pic d'anticipation. Mais comment on pirate son propre système alors? C'est là qu'intervient une idée assez redoutable, qu'on trouve dans les sources régentes. Le regroupement de tentations. Ah, le fameux regroupement de tentations. Ouais, il y a l'histoire de Ronan Byrne, un étudiant irlandais en génie électrique, qui illustre parfaitement ce concept. C'est un cas d'école. Raconte, c'est quoi son astuce? Comme beaucoup de gens, il adorait enchaîner les épisodes sur Netflix, mais il se sentait super coupable de son manque d'activité physique. Et plutôt que de s'en remettre à la discipline parce qu'on sait que ça marche qu'un temps, il a utilisé ses compétences d'ingénieur. Il a bricolé un truc, quoi. Il a connecté son vélo d'appartement à son ordinateur en écrivant un petit programme avec une condition impitoyable. En gros, Netflix ne diffusait son épisode que s'il pédalait à une certaine vitesse. Ah, génial! S'il ralentissait, la vidéo se mettait en pause. Il a artificiellement soudé une action désirable, regarder les séries, à une action nécessaire mais super pénible, à savoir transpirer sur un vélo. Et c'est gavé de serrer tout en se remettant en forme, quoi. En psychologie comportementale, cette mécanique, elle s'appuie sur le principe de Premack. C'est formulé par le professeur David Premack. C'est quoi l'idée exacte de ce principe? Ce principe stipule qu'un comportement très probable, donc la chose que l'on brûle d'envie de faire, va venir renforcer un comportement moins probable, la chose qu'on repousse sans cesse. On crée une sorte de péage neurologique en fait. Exactement. L'obligation devient le ticket d'entrée pour le plaisir immédiat. Mais là, je dois quand même soulever une objection. Sur le papier, c'est brillant, mais dans les faits, est-ce que c'est pas une simple prise d'otage de notre propre système de récompense? C'est-à-dire? Est-ce que c'est vraiment viable, sur le temps long, de conditionner une tâche essentielle à une distraction éphémère? Par exemple, si je m'autorise à écouter un podcast de faits divers passionnant uniquement quand je suis sur le tapis de course, que se passe-t-il le jour où je me désintéresse complètement de ce podcast? Tu arrêtes de courir. Voilà. Ne risque-t-on pas d'abandonner la course à pied en même temps? Est-ce qu'on construit une vraie habitude ou est-ce qu'on crée juste une petite béquille fragile? C'est une excellente critique et elle est fondamentale. Le regroupement de tentations, faut pas voir ça comme une formule magique permanente. Il faut le voir comme un démarreur sur un vieux moteur. Un démarreur, ok. La phase la plus difficile dans le changement de comportement, c'est de vaincre l'inertie initiale, sortir du canapé. Le regroupement de tentations, il fournit l'étincelle artificielle nécessaire pour lancer la machine lors des premières semaines. Ah, je vois. C'est juste pour amorcer la pompe. Voilà. Et au fil du temps, en répétant l'action, la magie intrinsèque de l'activité prend le relais. La personne qui court pour son podcast, au bout d'un moment, elle commence à ressentir les véritables bénéfices de l'effort physique. Des endorphines, tout ça.
Ouais, un meilleur sommeil, une posture plus droite. Le stratagème initial devient obsolète parce que l'identité de la personne a muté. Elle ne court plus pour le podcast, elle court parce qu'elle se considère désormais comme un coureur. D'accord. Donc c'est vraiment l'équivalent des petites roulettes sur un vélo d'enfant, quoi. Ça aide à trouver le point d'équilibre avant de pouvoir rouler tout seul. C'est exactement ça. Mais si on prend un peu de recul, l'attractivité d'un comportement, c'est pas seulement une affaire d'astuces personnelles et de dopamine isolée. Si pirater son cerveau avec Netflix suffisait toujours, les salles de sport seraient pleines de gens sur des vélos en train de regarder des écrans. C'est pas fou. Or, beaucoup abandonnent quand même. Pourquoi? Eh bien, notre source nous explique qu'on entre dans le champ de gravité d'une force qui est bien plus puissante, l'environnement social. C'est majeur. L'être humain, c'est pas un processeur isolé, tu vois. C'est une créature profondément tribale. Dans notre lointain passé évolutif, la survie dépendait entièrement de notre intégration au groupe. Un humain isolé dans la savane, c'était un humain mort. Ça met une petite pression, ouais. Et cette terreur ancestrale de l'exclusion, elle fait que nous sommes programmés pour imiter instinctivement les habitudes de ceux qui nous entourent. Nos désirs sont très rarement originaux, en fait. Ils sont empruntés. On imite qui en général? On imite principalement 3 cercles d'influence. D'abord, nos proches, car les normes de notre famille et de nos amis déteignent forcément sur nous. Ensuite, la masse, car se fondre dans la tribu, ça garantit la sécurité. Et enfin, les puissants, car reproduire le comportement de ceux qui ont du prestige, c'est une stratégie pour élever notre propre statut social. Sur l'influence de la masse, c'est d'une puissance terrifiante. Les expériences de psychologie sur le conformisme, c'est presque angoissant à lire. Je pense notamment à la fameuse expérience de Solomon H. Le protocole est simple, mais c'est diabolique. Ah oui, l'expérience avec les lignes. Rappelle-nous comment ça se passe. En gros, on prend un sujet naïf qui ne sait pas du tout ce qu'il attend et il entre dans une pièce pour un prétendu test visuel. Il s'assoit avec un groupe d'autres participants. Mais ce qu'il ignore, c'est que tous les autres sont des acteurs qui sont complices du chercheur. Le pauvre, il est tombé dans un piège. Totalement. Et le déroulement est d'une simplicité désarmante. On montre au groupe un carton avec une ligne droite de référence et un autre carton avec 3 lignes de longueur différentes. Et on demande à chaque personne, l'une après l'autre et à voix haute, d'indiquer quelle ligne correspond à la ligne de référence. Et la réponse est censée être évidente, non? D'une évidence visuelle totale. Une ligne est clairement identique et les autres sont beaucoup plus courtes ou beaucoup plus longues. Il n'y a aucun doute possible. Et alors, il se passe quoi? Au début, les premiers essais se passent normalement. Tout le monde donne la bonne réponse, les acteurs jouent le jeu. Puis, soudainement, les acteurs commencent tous à donner, de manière très sérieuse et très unanime, une réponse manifestement fausse. Ils désignent tous la mauvaise ligne avec aplomb. Voilà. Et quand vient le tour du sujet naïf, qui est placé tout à la fin de la table, que se passe-t-il? Eh bien, au lieu de faire confiance à ses propres yeux, 75% des individus finissent, au moins une fois, par donner cette réponse aberrante. C'est dingue. Ils mentent sur ce qu'ils voient, simplement parce que la pression du groupe est insoutenable. C'est un chiffre qui donne le vertige. Ça prouve que la conformité sociale l'emporte sur la perception de la réalité objective. Le sujet, en fait, il ressent une véritable anxiété physique. Son rythme cardiaque s'accélère. Il doit se dire, si tout le monde voit ça, c'est que j'ai un problème aux yeux, ou j'ai rien compris. La contradiction avec le groupe, c'est perçu par notre système nerveux comme une menace de mort imminente. Et c'est exactement ce qu'on ressent dans une salle de réunion moderne, tu vois, quand le patron propose une stratégie désastreuse et que tous les collègues hochent la tête. L'angoisse physique qui serre la gorge de celui qui veut dire « je crois que c'est une mauvaise idée », c'est l'écho de cet instinct de survie. Totalement. Alors, comment on utilise cette force gravitationnelle écrasante pour se tirer vers le haut plutôt que de la subir? C'est la grande question. L'idée, c'est de rejoindre intentionnellement une culture, une tribu, où le comportement que l'on souhaite acquérir est déjà considéré comme la norme absolue. L'objectif, c'est de faire coïncider notre désir d'appartenance avec notre développement personnel. Il y a l'exemple du programme Nerd Fitness qui illustre bien ça. C'est une communauté conçue pour aider un public très spécifique, des passionnés de jeux vidéo, de culture geek, de science-fiction, à se remettre en forme. C'est super malin comme approche. Ouais, parce que si une personne avec ce profil tente d'aller dans une salle de musculation traditionnelle, la friction sociale, elle est gigantesque. Elle va se sentir scrutée, jugée par des habitués qui ont d'autres codes, qui parlent un autre langage. L'attractivité du sport, elle est complètement détruite par le sentiment d'exclusion. Alors que l'approche de Nerd Fitness, elle contourne cet obstacle.
en créant un espace super sécurisé. Et dans cet espace, la passion pour les jeux de rôle ou pour la saga du Seigneur des Anneaux, c'est le socle identitaire commun. Le lien social préexiste à l'effort. Exactement. Mais là encore, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que c'est pas une forme de fuite en avant? Et si on a impérativement besoin d'être entouré de fans de Star Wars pour réussir à faire 3 pompes, est-ce qu'on développe une réelle discipline intérieure? Ou est-ce qu'on se contente de créer une nouvelle bulle de confort juste pour éviter la confrontation au vrai monde? Je comprends ton point, mais en fait, c'est vraiment une question de friction. L'objectif ici, c'est pas de prouver sa résilience à la douleur ou d'être un héros, c'est d'installer un comportement durable. Pour qu'on cherche juste la facilité au début. Oui. En éliminant la friction sociale, l'adoption de l'habitude physique devient infiniment plus probable. Une fois que la personne soulève des poids régulièrement au sein de cette communauté, sa perception d'elle-même va changer. Le pont est construit. Voilà, l'identité collective a servi d'échafaudage pour bâtir l'identité personnelle. Une fois l'habitude enracinée, la personne se sentira finalement capable d'aller courir seule ou de rejoindre n'importe quelle salle de sport, car la peur de l'illégitimité aura disparu. D'accord, c'est une transition parfaite vers un cas de figure encore plus complexe. Que se passe-t-il quand cet échafaudage social n'existe pas du tout? Lorsqu'on est radicalement seul face à une tâche qu'on perçoit comme un fardeau, sans tribu pour nous soutenir et sans la possibilité de lier ça à un épisode Netflix, on fait quoi? Là, la réponse se trouve dans l'ingénierie du sens. Faut analyser le récit interne qui précède l'action. Faut bien comprendre que nos comportements contemporains, même les plus technologiques, c'est jamais que des solutions modernes apportées à des motivations primaires très très anciennes. Comment ça? Le désir de balayer frénétiquement des visages sur l'application Tinder, par exemple, c'est que la déclinaison numérique du désir ancestral de trouver un partenaire. Ah oui, mais comme ça. Scroller sur Instagram pour récolter des cœurs virtuels, c'est chercher à s'assurer de son statut au sein du clan. Tout désir naît en fait d'une différence entre notre état actuel et l'état dans lequel on voudrait être. C'est un inconfort, un léger sentiment de manque qu'on cherche à combler. Donc si le désir est lié à la façon dont on perçoit cet état interne, en modifiant la perception, on modifie le désir. Exactement. Et c'est là qu'une petite bascule linguistique, un tout petit changement de vocabulaire dans notre discours interne peut avoir des conséquences spectaculaires. Au lieu de subir le monde en se disant « je dois », l'idée c'est de dire « j'ai l'opportunité de ». Transformer la corvée en privilège, en somme. Voilà. Il y a l'histoire hyper poignante de cet homme en fauteuil roulant qui illustre cette bascule d'une manière que je trouve inoubliable. On lui demande un jour, si c'est pas trop lourd, émotionnellement parlant, d'être confiné dans ce fauteuil au quotidien. Et qu'est-ce qu'il répond? Sa réponse foudroie son interlocuteur. Il explique qu'il se voit absolument pas comme confiné ou prisonnier. Il voit son fauteuil comme le miracle technologique qui le libère de son lit. Sans ce fauteuil, il serait allongé en permanence. Avec ce fauteuil, il a l'opportunité inouïe d'explorer le monde de manière autonome. C'est un changement de perspective hallucinant. L'objet n'est plus la prison de son handicap, c'est l'instrument de sa liberté. En changeant juste d'angle de vue, la charge émotionnelle de la situation, elle est instantanément bouleversée. Transposer à notre quotidien, ça veut dire que se dire « je dois me lever à 6 heures pour aller courir dans le froid », ça crée un sentiment de punition. Alors que se dire « j'ai l'opportunité d'améliorer ma santé cardiaque et de voir la ville se réveiller », ça crée une anticipation complètement différente. C'est clair. Et cette structuration, elle peut aussi être ancrée physiquement par la création de rituels de motivation, si j'ai bien compris. Absolument, c'est super puissant. L'idée, c'est d'associer un état émotionnel intense et positif à un geste très précis. Ça crée un déclencheur mental. T'as un exemple de comment ça marche en pratique? Beaucoup d'athlètes professionnels utilisent ça. Prenons un joueur de baseball qui exécute une séquence d'étirement très singulière avant chaque match important. À force de répéter cette routine dans un contexte d'hyperconcentration et d'euphorie compétitive, le cerveau neurologiquement associe les mouvements d'étirement au sentiment d'être invincible. Ah, ça crée un ancrage. Voilà, avec le temps, ce geste devient un raccourci. Lors d'un jour de fatigue, d'anxiété ou de déprime, le simple fait de déclencher cette séquence d'étirement va ordonner au cerveau de sécréter les hormones liées à la compétition. Le corps dicte l'état mental, au final. Et l'action devient le déclencheur du désir plutôt que l'inverse. C'est brillant. C'est une restructuration complète de notre rapport au monde et à nos impulsions. Si on rassemble un peu toutes les pièces de ce puzzle, qu'est-ce qu'on en retire de tout ça? On comprend que l'attractivité d'un comportement, c'est pas du tout une fatalité. C'est pas un don du ciel qu'on aurait reçu ou non à la naissance. C'est une architecture malléable. Tout à fait.
C'est l'art d'utiliser l'anticipation à notre profit en liant ce qui est difficile à ce qui est gratifiant. Ouais. C'est l'intelligence de s'entourer délibérément de normes sociales qui vont transformer la pression du groupe en vent dans le dos, plutôt qu'en obstacle. Et c'est la discipline mentale de reformuler nos contraintes pour y voir des opportunités d'action. C'est un réaménagement très profond. Et pourtant, il faut garder à l'esprit une vérité incontournable, qui va nous servir de tremplin pour la suite de notre progression. Même si l'on maîtrise cette ingénierie de l'attractivité à la perfection, même si une action est rendue hyper évidente dans la pièce, même si elle devient incroyablement désirable et que toute notre tribu nous pousse à la faire, l'action n'aura tout simplement pas lieu si la friction physique pour l'accomplir est trop élevée. Bah oui, l'eau trouve toujours le chemin le plus facile pour descendre la colline. Exactement. Le cerveau humain, avec tous ses pics d'anticipation, il reste soumis à une juridiction impitoyable, qui est la loi du moindre effort. Et cette mécanique de la facilité, l'art de retirer les obstacles invisibles, ce sera vraiment le cœur de notre prochaine étape. J'ai hâte d'y être. Mais pour l'instant, je crois qu'il y a une pensée assez provocatrice qui mérite qu'on s'y attarde pour clôturer. Laquelle? Si on admet que nos comportements modernes les plus destructeurs, l'addiction au défilement infini, la malbouffe, le besoin constant de validation numérique, ne sont au fond que d'anciens instincts de survie millénaires, brillamment piratés par des industries, ça invite à une introspection assez vertigineuse. Quel besoin primal inavoué de sécurité ou quel désir viscéral d'appartenance à la tribu se cache réellement, tapi dans l'ombre, derrière l'habitude contemporaine dont on a secrètement le plus honte aujourd'hui? Trouver cette réponse, c'est peut-être la première vraie étape pour reprendre le contrôle.